Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, on va parler de l'hypertension artérielle, diagnostic, évaluation et prise en charge. Tout d'abord, on va définir l'hypertension artérielle. On sait qu'il y a une relation continue entre le niveau de pression artérielle et le risque cardiovasculaire. Donc, la définition de l'hypertension artérielle ne peut être qu'arbitraire. Lorsque la tension artérielle mesurée au cabinet du médecin est supérieure ou égale à 140 mm de mercure pour la tension artérielle systolique et ou supérieure ou égale à 90 mm de mercure pour la tension diastolique, on parle d'hypertension artérielle. Ces mesures sont l'équivalent d'une tension artérielle moyenne mesurée par le monitoring ambulatoire de la tension artérielle qu'on appelle l'AMAPA quand cette moyenne est supérieure à 130-80 mm de mercure, ou bien la troisième définition, c'est une tension artérielle mesurée à domicile ou à la maison par la méthode d'automesure, où la moyenne des mesures est supérieure ou égale à 135-85 mm de mercure. L'hypertension artérielle est un facteur de risque cardiovasculaire puissant, indépendant, aboutissant en cas de chiffre élevé supérieur à 160-95 mm de mercure, à un doublement de la mortalité cardiovasculaire, une augmentation de l'incidence de l'accident vasculaire cérébral, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance coronaire, l'artérite et l'insuffisance rénale. Il existe deux types d'hypertension artérielle dont l'hypertension artérielle essentielle qui est notre sujet du cours aujourd'hui, et aussi l'hypertension artérielle secondaire qui représente 5% des étiologies de l'hypertension artérielle. Donc l'hypertension artérielle constitue 90% en général des étiologies. Voilà. La prévalence de l'hypertension artérielle est autour de 30 à 35% de la population générale. Elle est liée surtout à l'augmentation de l'âge des patients, c'est-à-dire le vieillissement, et elle est classée comme la première cause de décès à travers le monde dans un rapport de l'OMS. L'hypertension artérielle est appelée silent killer ou le tueur silencieux par les Américains car elle est pourvoyeuse de complications graves comme les coronaropathies, l'hypertrophie ventriculaire gauche, la fibrillation atriale, l'insuffisance cardiaque, la prééclampsie, l'artériopathie oblitérante périphérique, l'anévrisme de l'aorte, la cécité, l'encéphalopathie hypertensive, la démence, l'AVC ischémique et l'hémorragie cérébrale, ainsi que l'insuffisance rénale chronique. L'hypertension artérielle ou le niveau de pression artérielle est en relation avec la mortalité. Donc plus le niveau de pression artérielle augmente, ceci a été démontré dans une grande étude publiée dans le Lancet, plus ce niveau de pression artérielle augmente, plus le taux de mortalité s'élève. La classification de l'hypertension artérielle, depuis 1999, elle n'a pas été trop changée, elle a été modifiée de façon très légère. Elle est presque identique à celle qui a été publiée récemment par la Société européenne de cardiologie et la Société européenne d'hypertension artérielle en fin de l'année 2018. On parle d'hypertension artérielle, comme on l'a déjà défini. Stade 1 à partir de 140-90 mm de mercure. Stade 2 à partir de 160-100 mm de mercure. Et stade 3 à partir de 180-110 mm de mercure. Donc voilà la classification européenne dont on va tenir compte dans les pays maghrébins et les pays en voie de développement. On parle d'hypertension artérielle grade 1 à partir de 140-90 mm de mercure et d'hypertension ou de tension artérielle normale haute à partir de 130-85 mm de mercure. Et hypertension grade 3 à partir au-delà de 180 mm de mercure pour la systolique et 110 mm de mercure pour la diastolique.
c'est la même chose. Celle-là, c'est la classification américaine. Elle a été publiée quelques mois avant, en novembre 2017, avant la Société européenne de cardiologie. Et elle a baissé le seuil de définition de l'hypertension artérielle. Si on voit ici, c'est le stade 1, hypertension artérielle, comptée à partir de 130-80 mm de mercure. Nous, on tiendra compte, on avait dit, de la classification européenne. Sur le plan physiopathologique, donc l'hypertension artérielle est liée à plusieurs facteurs en même temps. Parfois, c'est le vieillissement, c'est l'emballement du système rénine-angiotensine. Donc, on ne connaît pas l'étiologie, la vraie étiologie de l'hypertension artérielle essentielle, contrairement à l'hypertension artérielle secondaire, dont les causes sont définies par des causes, on verra, endocriniennes, des causes congénitales, des causes iatrogènes, toxiques, etc. Donc l'hypertension essentielle est liée, on verra, essentiellement au vieillissement des artères. Tout le monde sait que la pression artérielle est égale le produit des résistances artérielles systémiques par le débit cardiaque. Le débit cardiaque est le produit du volume d'éjection par la fréquence cardiaque et donc il est régi par surtout le système sympathique et le système rénine-angiotensine-aldostérone. Donc le plus souvent l'hypertension est secondaire à l'augmentation des résistances artérielles systémiques totales. Et ceci grâce à la rigidité artérielle qui apparaît par baisse de l'élasticité artérielle, entraînant une élévation de la pression artérielle systolique, surtout apparaissant chez les personnes âgées. Le système nerveux sympathique joue un rôle aussi prépondérant dans la survenue de l'hypertension, son activation en permanence lors d'un stress permanent, etc., entraîne une stimulation des résistances artérielles périphériques, modification donc de la vasomotricité, un remodelage vasculaire avec augmentation de ces résistances périphériques et ceci va entraîner par la suite une élévation de la pression artérielle. La stimulation du système rénine-angiotensine-aldostérone où l'angiotensine 2 augmente la pression artérielle par vasoconstriction vasculaire ainsi que la stimulation de la sécrétion d'aldostérone et la réabsorption tubulaire du sodium. L'angiotensine 2 joue un rôle aussi dans l'hypertrophie, l'hyperplasie des cellules vasculaires, donc le vieillissement aussi, par stimulation indirecte des facteurs de croissance. La dysfonction endothéliale est incriminée dans la genèse de l'hypertension, où on a constaté que les personnes hypertendues ont une diminution de la production du monoxyde d'azote ou l'oxyde nitrique qui est sécrété par l'endothélium vasculaire par cette dysfonction endothéliale. L'endothéline est un peptide vasoactif sécrété par les cellules endothéliales et son taux est augmenté chez certains patients hypertendus. D'autres facteurs sont incriminés comme les facteurs génétiques, donc les sujets ayant des antécédents familiaux d'hypertension artérielle sont plus sujets à faire de l'hypertension que d'autres personnes. Le syndrome métabolique qui est un syndrome connu, caractérisé par une obésité, surtout abdominale, avec une dyslipidémie, une insulinorésistance, parfois un diabète et une hypertension artérielle. Et il y a aussi la surcharge chronique en sel. Voilà les facteurs déterminants, donc l'obésité, une image qui illustre tous ces facteurs qui rentrent dans la genèse de l'hypertension artérielle, la génétique, l'alimentation, le stress, le bas niveau socio-économique, etc. Voilà.
Voilà. Donc, une fois la tension artérielle est élevée, on doit confirmer le diagnostic de l'hypertension artérielle. Donc, on va détecter les causes de cette hypertension artérielle secondaire si le patient en verra dans certaines situations, particulièrement l'hypertension du sujet jeune. On va évaluer aussi le risque cardiovasculaire et on va rechercher une atteinte des organes cibles. Cela fait appel à la mesure de la pression artérielle. Voilà, la recherche des antécédents médicaux du patient et des antécédents familiaux et l'examen physique du patient ainsi que les tests de laboratoire pour la recherche de facteurs de risque ou de complications. Donc le plus important, c'est d'affirmer le caractère permanent de l'hypertension pour dire qu'on est hypertendu. Ce n'est pas un seul chiffre au cabinet qui va nous poser le diagnostic. Donc l'hypertension sera définie par une pression artérielle supérieure ou égale à 140 mm de mercure et ou une pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 90 mm de mercure, confirmée au cabinet médical à plusieurs reprises, au moins lors de 3 consultations successives sur 3 à 6 mois. Sauf pour, on verra tout à l'heure, sauf pour les pressions artérielles déjà très élevées au grade 3 d'hypertension artérielle, c'est-à-dire si on a une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 180 pour la systolique et 110 pour la diastolique, on n'a pas besoin de trop confirmer cette hypertension, donc on va traiter immédiatement l'hypertension artérielle. On peut aussi définir la permanence de l'hypertension artérielle par des méthodes plus sûres encore qui sont la MAPA ou l'automesure. Donc la mesure de la pression artérielle au cabinet, c'est la première méthode, l'ancienne méthode. L'automesure représente la mesure de la pression artérielle par le patient lui-même. C'est ce qu'on appelle la mesure de la pression artérielle à domicile ou à la maison, mais elle nécessite aussi la prise de la pression artérielle par un appareil qui est validé. La mesure ou la MAPA de la pression artérielle, c'est la mesure ambulatoire de la pression artérielle qu'on appelle aussi le holter tensionnel, c'est-à-dire c'est un enregistrement tensionnel de 24 heures. Donc la mesure de la pression artérielle par la MAPA nécessite une logistique et donc c'est pas tous les hôpitaux ou tous les cabinets qui ont un appareil MAPA, donc il faut qu'elle soit accessible pour l'utiliser. Sinon, on a recours à la mesure au cabinet ou bien par l'automesure. Donc, au cabinet, quand le patient vient, il faut respecter certaines conditions pour prendre la pression artérielle. Donc, le sujet doit être au repos plus de 10 minutes. Assis ou couché, la prise de la pression artérielle sera réalisée en dehors de toute interférence, effort physique, prise de café, de tabac dans les minutes précédentes. On utilise également un appareil de mesure validé et on associe le plus souvent la mesure en position debout pour les patients âgés diabétiques pour dépister une hypotension orthostatique. La MAPA est une méthode très utilisée par les pays développés et elle a démontré donc son efficacité dans le diagnostic de l'hypertension artérielle. Ceci est clair car elle permet de mesurer la pression artérielle pendant 24 heures et l'enregistrement sera fait toutes les 15 minutes pendant la journée et tous les 30 minutes pendant la nuit. Il suffit d'avoir un enregistrement de 70% au minimum pour faire une analyse de cette MAPA. La mesure de la pression artérielle par la MAPA a un intérêt, donc c'est de détecter l'hypertension artérielle pendant la nuit
pour certains patients. On verra comment. Détecter l'hypertension artérielle blouse blanche et l'hypertension artérielle résistante. L'automesure, qui est la troisième méthode de prise de la pression artérielle, qui consiste à prendre la tension artérielle par le patient lui-même, par un appareil électronique validé, par la méthode qu'on appelle la règle des 3, c'est-à-dire 3 mesures consécutives le matin et le soir pendant 3 jours. Ça constitue 18 mesures. Elle a un impact donc favorable sur l'observance thérapeutique du patient, du fait qu'il mesure sa pression artérielle et vérifie donc si elle est élevée. La pression artérielle obtenue par automesure est comme la MAPA, elle est corrélée au risque cardiovasculaire. Voilà, et elle est très objective pour le diagnostic donc de l'hypertension artérielle. Donc dans certains cas, même si on mesure la pression artérielle au cabinet et on a des chiffres élevés, on est obligé de demander soit l'automesure, soit la MAPA pour être certain du diagnostic de l'hypertension artérielle. Comme on l'a déjà dit, il s'agit de l'hypertension artérielle blouse blanche et aussi le cas de l'hypertension artérielle masquée. L'hypertension artérielle blouse blanche ou hypertension isolée de consultation est plus fréquente que l'hypertension artérielle masquée. Elle est caractérisée par une pression artérielle grade 1 faible, donc modérée, supérieure à 140-90 mm de mercure au cabinet lors de mesures répétées et une tension normale au niveau de la MAPA et l'automesure. Voilà un tableau récapitulatif donc de l'intérêt de la MAPA et de l'automesure. Donc comme on vient de le dire, c'est l'HTA blouse blanche et l'hypertension artérielle aussi masquée. C'est une hypertension qui est caractérisée par des chiffres tensionnels qui sont normaux au cabinet et élevés à la MAPA ou à l'automesure, avec souvent une atteinte d'organes cibles qui est asymptomatique ou un risque cardiovasculaire qui est élevé. L'identification donc d'un effet blouse blanche chez les malades hypertendus est très important donc à considérer par la MAPA et l'automesure. L'automesure et la MAPA permet aussi de voir s'il y a des variations importantes de la pression artérielle pendant une consultation ou plusieurs consultations. Elle permet de voir ces variations. Elle permet également de détecter les épisodes d'hypotension et particulièrement la femme enceinte nécessite une MAPA pour chercher des élévations des chiffres tensionnels pendant toute la journée. Elle a aussi un rôle dans la détection des hypertensions résistantes vraies. Hypertension résistante, c'est une hypertension caractérisée par une résistance ou c'est une hypertension qui est réfractaire à un traitement comportant une trithérapie, dont un diurétique thiazidique à dose optimale. Et donc, il est important de faire ce diagnostic de façon précise pour ne pas méconnaître les hypertensions résistantes fausses par problème d'observance ou autre, pour pouvoir prendre en charge ce type de malade. Voilà le rôle le plus important donc de la MAPA et l'automesure dans le diagnostic de l'hypertension artérielle. Donc voilà les seuils de diagnostic d'hypertension artérielle. C'est surtout au cabinet, comme on l'a déjà dit, supérieur ou égal à 140 mm de mercure pour la systolique et 90 mm de mercure pour la diastolique. La MAPA, donc moyenne des 24 heures supérieure ou égale à 130 ou 80 pour la diastolique. L'automesure, une moyenne supérieure ou égale à 135 ou 85 pour la diastolique. Donc, une fois le diagnostic a été fait,
on cherchera une atteinte des organes cibles. On sait que l'hypertension artérielle est souvent méconnue et elle est diagnostiquée de façon lors d'un examen systématique, de façon parfois lors d'un examen de santé militaire ou de médecine de travail. Et à ce moment-là, on peut découvrir donc une atteinte des organes cibles de cette hypertension artérielle qui était asymptomatique. Donc on peut avoir une atteinte du cœur telle que l'hypertrophie ventriculaire gauche et une cardiopathie ischémique. On peut avoir également une atteinte rénale avec une microalbuminurie, une baisse de la clairance glomérulaire. On peut avoir aussi un retentissement sur le cerveau par les lacunes cérébrales et les démences vasculaires par accident vasculaire ischémique ou hémorragique, les hémorragies cérébrales par rupture d'anévrisme et l'encéphalopathie hypertensive. On sait que donc l'hypertension artérielle est un facteur de risque cardiovasculaire d'athérosclérose. Elle peut aussi toucher les vaisseaux tels que l'aomie et la claudication intermittente allant jusqu'à l'ischémie des membres, la rétinopathie aussi hypertensive et l'anévrisme de l'aorte abdominale ou thoracique. Donc, on va faire également un bilan du patient. Après avoir affirmé le caractère permanent de l'hypertension, on va rechercher les facteurs de risque cardiovasculaires et on va rechercher les éléments cliniques qui sont en rapport avec une cause secondaire d'hypertension artérielle. Surtout chez un patient qui est jeune, qui n'a pas de raison de faire un vieillissement vasculaire, donc ce n'est pas une HTA essentielle. On recherchera une hypertension qui est liée à une cause bien définie. On va voir les causes qui peuvent être responsables de cette hypertension secondaire, comme la sténose de l'artère rénale, les endocrinopathies. Et il y a qu'est-ce qu'il faut chercher aussi devant comme hypertension secondaire en dehors de l'âge jeune. On va chercher une HTA secondaire quand on a une hypertension qui est sévère, qui s'aggrave rapidement malgré un traitement qui est bien conduit. Ou bien l'hypertension artérielle qui est résistante, qui ne répond pas à une trithérapie. Donc elle doit faire penser à une étiologie de l'hypertension artérielle. Donc on va faire un examen clinique bien minutieux, donc cardiovasculaire, à la recherche donc de points d'athérosclérose, des souffles donc de carotidien, abdominal, surtout lombaire, à la recherche d'une sténose de l'artère rénale. On recherchera des signes d'atteinte des autres organes. On recherchera des maladies cardiovasculaires rénales associées, une insuffisance rénale, une protéinurie supérieure à 500 mg par jour et des signes d'accident neurologique, accident ischémique transitoire ou accident vasculaire constitué, hémorragique ou non, les coronaropathies et l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. On fera un bilan minimal qui comprendra surtout la créatinémie, la glycémie à jeun et un bilan lipidique avec le taux de LDL et du cholestérol total, la kaliémie, les bandelettes urinaires et le CG de repos. Et donc on fera un interrogatoire bien minutieux, donc on cherchera l'ancienneté de l'hypertension et les valeurs antérieures de l'hypertension s'il y a une possibilité, aussi d'une hypertension artérielle secondaire, une histoire familiale de néphropathie, antécédent de maladies rénales, d'infections urinaires, hématurie ou consommation dentalgique dans les néphropathies parenchymateuses. On va aussi chercher la notion de médicaments ou autres substances comme les contraceptifs oraux, la réglisse, les gouttes nasales de vasoconstricteurs, cocaïne, amphétamine, corticoïdes et anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'érythropoïétine ou la cyclosporine. On recherchera le tableau ou la triade de Ménard qui fait suspecter un phéochromocytome qui est une tumeur de la médullo-surrénale, sécrétant des catécholamines responsables de céphalée, anxiété et palpitations.
On recherchera des épisodes de faiblesse musculaire et de tétanie dans l'hyperaldostéronisme. Et voilà une liste non exhaustive des principales causes d'hypertension artérielle secondaire. C'est donc l'hypertension artérielle d'origine rénale, ainsi que l'insuffisance rénale et la sténose de l'artère rénale, l'hypertension artérielle d'origine endocrinienne dans l'hyperaldostéronisme primaire, le phéochromocytome, la dysthyroïdie, l'hyperparathyroïdie, l'acromégalie, le syndrome de Cushing, et l'hypertension artérielle toxique et iatrogène. Le syndrome d'apnée du sommeil qui doit être évoqué devant une hypertension artérielle résistante chez une personne obèse avec une hypertension artérielle particulièrement élevée la nuit, qu'on appelle un profil non d'hyper. La coartation de l'aorte qui est passée inaperçue dans l'enfance ou découverte parfois aussi chez le nourrisson par un souffle thoracique avec une baisse de la pression artérielle au niveau des membres inférieurs ou une abolition des poux fémoraux avec une hypertension artérielle au niveau des membres supérieurs caractérisée par une malformation congénitale au niveau de la crosse de l'aorte avec une sténose au niveau de l'isthme responsable de cette élévation du niveau de la pression artérielle. Parfois, on va pousser l'interrogatoire et on va faire des tests supplémentaires tels que l'hémoglobine glyquée pour chercher un diabète ancien, un dosage de la protéinurie si les bandelettes sont positives, une échographie cardiaque peuvent être aussi demandées, une échographie Doppler carotidienne à la recherche de plaques carotidiennes dues à l'athérosclérose. On peut mesurer également l'index cheville-bras qui, quand il est inférieur à 0,9, signifie une aomie associée parfois asymptomatique. Il existe aussi des appareils qui peuvent mesurer la rigidité artérielle qui traduit donc un vieillissement, une athérosclérose sévère des artères grâce à un appareil qui mesure la vitesse de l'onde du pouls par perte donc de l'élasticité artérielle. On peut aussi faire parfois une automesure tensionnelle ou MAPA, donc pour un supplément, surtout chez les patients qui ont une suspicion, on avait dit, d'hypertension blouse blanche ou la femme enceinte, l'hypertension résistante, etc. Peut faire parfois aussi un holter tensionnel quand on a des palpitations, une arythmie à l'auscultation. On peut faire également un fond d'œil chez les patients, surtout qui ont une HTA qui est sévère et grave, dans les grades 3 et grade 4. On va passer maintenant à la prise en charge thérapeutique du patient hypertendu. Donc, on a fait le diagnostic, on a bilanté notre patient. Donc, la prise en charge thérapeutique d'un malade n'est pas fondée sur le seul niveau de la tension artérielle, mais doit prendre en compte la présence d'autres facteurs de risque cardiovasculaire et des comorbidités telles que le diabète, la néphropathie, la cardiopathie ainsi que l'atteinte des organes cibles. Donc, un patient hypertendu n'est pas un chiffre tensionnel, c'est un risque cardiovasculaire. Voilà la nouvelle stratification donc, du risque cardiovasculaire qui a été fait par le système SCORE, publié dans les nouvelles recommandations de la Société européenne de cardiologie en 2018. Le SCORE est dit élevé où le risque à 10 ans de faire un événement cardiovasculaire fatal qui est en général c'est le décès d'origine le décès donc cardiovasculaire il est élevé à partir de 5%, un score de 5%. Il est très élevé à partir de 10%. Donc un risque très élevé, c'est un risque de score qui est supérieur à 10%. Un risque élevé, c'est un risque qui est supérieur à 5%. Un risque modéré, il est
entre 1 et 5% et un risque faible inférieur à 1%. Ce score est calculé par Internet. Je vous montrerai tout à l'heure la plaque qui peut calculer le score. Donc un patient par exemple qui a une maladie cardiovasculaire avérée, qui a un infarctus du myocarde, un syndrome coronarien aigu, revascularisé ou non, un accident vasculaire cérébral, un anévrisme de l'aorte, c'est un patient qui a une maladie cardiovasculaire. Donc c'est un patient qui a un risque très élevé. On n'a même pas besoin de faire le calcul du risque score pour avoir ce risque cardiovasculaire, car il est d'emblée sévère. L'imagerie aussi, si elle montre des lésions sévères telles qu'une sténose supérieure ou égale à 50% à l'échographie, une sténose supérieure à 50%, le diabète sucré avec atteinte organique, protéinurie ou autres facteurs de risque significatifs, tels que l'hypertension grade 3 ou l'hypercholestérolémie et l'insuffisance rénale chronique sévère, constituent un risque très élevé de faire un événement cardiovasculaire fatal dans les 10 ans à venir. Le risque élevé, c'est surtout aussi les patients qui ont, par exemple, un cholestérol total qui est supérieur à 8 mmol par litre, une hypercholestérolémie familiale, une hypertension de grade 3. Les patients avec un diabète sucré, avec une atteinte d'organes cibles tels que l'hypertrophie ventriculaire gauche, l'insuffisance rénale modérée. Donc pour traiter un patient, on avait dit qu'on va donc stratifier le risque. Et pour le traitement, on sait que le traitement n'est pas fait pour s'amuser. Ce traitement, il est fait et pas pour baisser seulement les chiffres tensionnels, mais c'est surtout pour prévenir les accidents vasculaires cérébraux, pour la prévention coronaire, l'insuffisance cardiaque et la réduction de la mortalité cardiovasculaire, la réduction de la mortalité totale, le ralentissement du déclin cognitif et la prévention de l'insuffisance rénale chronique. Donc dans les moyens thérapeutiques, la base du traitement, c'est le changement du style de vie. Tout le monde connaît donc ce style de vie qui doit être changé, qui constitue la pierre angulaire du traitement de l'hypertension artérielle. Et voilà. Ça constitue, c'est la limitation donc de la consommation d'alcool ou l'arrêt de l'alcool, la réduction pondérale en cas de surcharge pondérale, l'exercice physique régulier, au moins 30 minutes d'exercice dynamique modéré sur 5 à 7 jours par semaine, l'arrêt du tabac, voilà. Donc dans le traitement, après donc les mesures hygiéno-diététiques, on peut utiliser donc des molécules pour le traitement de l'hypertension artérielle. Donc l'approche thérapeutique, je le répète, c'est très important. Donc la décision de débuter un traitement doit être basée sur 2 critères. C'est le niveau de la pression artérielle systolique et de la pression artérielle diastolique et le niveau de risque cardiovasculaire total du patient. Notre traitement, donc son objectif, c'est de baisser la pression artérielle. Les seuils de pression artérielle nécessitant un traitement, des interventions sur le mode de vie, sont recommandées pour tous les patients à partir d'une pression artérielle normale haute. C'est-à-dire que même si on a une pression artérielle grade 1 ou normale haute, grade 2, grade 3 ou grade 4, on doit conseiller les règles hygiéno-diététiques. Le seuil nécessitant de débuter un traitement pharmacologique, on va le voir dans la stratégie de prise en charge, il a été ramené à 140-90 mm de mercure. C'est-à-dire on va commencer à traiter tous les patients qui ont une pression artérielle supérieure à 140-90, quelles que soient les comorbidités, sauf pour les patients qui sont très âgés, de plus de 80 ans, on peut commencer le traitement à partir de 160-90 mm de mercure. Il ne faut pas trop s'acharner chez les patients âgés, surtout quand ils sont très fragiles, pour éviter les hypotensions orthostatiques.
Donc les seuils de pression artérielle nécessitant un traitement, c'est clair, c'est comme dans la définition, c'est 140 pour la systolique et 90 pour la diastolique. Sauf pour les patients très âgés et qui sont en général fragiles, c'est les patients qui ont une pression artérielle supérieure à 160 et 90. Donc on peut commencer le traitement à ce moment-là pour éviter les hypotensions orthostatiques. Donc comme on l'a déjà dit, le traitement il est basé sur les règles hygiéno-diététiques et le traitement médicamenteux. Le traitement médicamenteux, il est instauré d'emblée en association avec les règles hygiéno-diététiques, surtout chez les patients à risque cardiovasculaire très élevé à partir du stade de préhypertension et pour les patients à risque élevé à partir du grade 1. Donc les médicaments utilisés appartenant à l'une des 4 grandes classes thérapeutiques, les diurétiques thiazidiques, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2, qu'on appelle les ARA2, et les inhibiteurs calciques. Les diurétiques utilisés sont les diurétiques thiazidiques. Ils ont comme effet la baisse de la volémie et l'augmentation de l'excrétion urinaire de sodium. On privilégie les diurétiques thiazidiques. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion diminuent la pression artérielle par blocage de la formation de l'angiotensine 2. Ils sont contre-indiqués chez la femme enceinte et en cas de sténose bilatérale des artères rénales, nécessitant une surveillance de la fonction rénale et de la kaliémie. Les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2 aussi induisent une vasodilatation et une hypotension par blocage des récepteurs AT1 de l'angiotensine 2. Ils ont des contre-indications identiques à celles des inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Les inhibiteurs calciques sont des vasodilatateurs artériels qui relaxent le muscle lisse vasculaire. Ils sont particulièrement efficaces en cas d'hypertension à prédominance systolique chez les personnes âgées. On distingue les dihydropyridines comme l'amlodipine qui a un tropisme vasculaire, et il y a aussi le diltiazem et le verapamil qui ont un tropisme vasculaire et myocardique. Voilà la stratégie de prise en charge de l'hypertension artérielle. Donc on conseillera donc une intervention sur le style de vie à tous les stades d'hypertension artérielle, même quand la pression artérielle est normale haute, 130, 139, 85, 89. Pour le traitement médicamenteux, il est à envisager, même quand on a une hypertension artérielle normale haute, si on a un risque cardiovasculaire qui est très élevé et dans les maladies cardiovasculaires, comme par exemple un patient qui fait un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral. On commencera le traitement immédiatement quand on a une hypertension artérielle grade 1, en cas de risque cardiovasculaire élevé, très élevé, voilà. Et sinon, si le risque cardiovasculaire est faible ou modéré, on commencera le traitement après les règles hygiéno-diététiques. Si la tension artérielle reste toujours élevée, après 3 ou 6 mois, on va commencer le traitement pharmacologique. Pour le grade 2 et le grade 3, on commencera immédiatement le traitement médicamenteux chez tous les patients, quel que soit le risque cardiovasculaire, qu'il soit élevé ou faible, avec contrôle de la pression artérielle après 3 mois. Donc l'introduction du traitement, la nouveauté, c'est de commencer par une bithérapie combinée pour améliorer l'observance. Donc c'est une pilule qui comprend 2 médicaments. Le bêta-bloquant n'est pas utilisé de façon routinière. Il est utilisé surtout dans les cardiopathies ischémiques, la dysfonction ventriculaire gauche, le contrôle de la pression de la fréquence cardiaque en cas de fibrillation auriculaire, surtout chez la femme jeune et chez la femme enceinte. La monothérapie n'est pas utilisée aussi de façon régulière, sauf chez les personnes qui sont âgées et ceux qui ont un très faible risque cardiovasculaire avec une hypertension artérielle de grade 1. Parfois, une hypertension
l'hypertension artérielle sous 2 médicaments n'est pas équilibrée, on est obligé à passer à la trithérapie. Et dans ce cas-là, on parlera d'hypertension artérielle résistante. Et on peut rajouter la spironolactone ou autre classe thérapeutique. Donc les objectifs du traitement sont surtout d'abaisser la pression artérielle à moins de 140/90 chez la plupart des patients. On va cibler une pression artérielle à 130/80 ou moins chez les personnes qui sont jeunes. Donc si un patient a moins de 65 ans, il est recommandé d'avoir une pression artérielle entre 120 et 129. Si il est plus de 65 ans, il est recommandé d'avoir une tension entre 130 et 139. Et pour la diastolique, chez la plupart des patients, on va traiter pour une tension artérielle à moins de 80, c'est-à-dire entre 70 et 80, quel que soit donc le risque cardiovasculaire. Donc voilà la stratégie de prise en charge. Donc un comprimé en combinaison double comportant soit un inhibiteur de l'enzyme de conversion associé à un anticalcique ou un diurétique, ou bien un antagoniste de l'angiotensine 2 associé à un anticalcique ou à un diurétique. C'est donc une pilule qui comprend les deux médicaments. On va envisager, on a déjà dit, la monothérapie chez les patients qui ont une hypertension grade 1 avec un faible risque cardiovasculaire, ou chez les patients de plus de 80 ans, ou chez les personnes qui sont âgées, généralement fragiles. Si la bithérapie n'est pas efficace, on va passer à la trithérapie, de préférence en un seul comprimé association de 3 médicaments, inhibiteur de l'enzyme de conversion par exemple avec un anticalcique associé à un diurétique, ou bien par exemple si on avait un ARA2 associé à un diurétique, on associe un anticalcique. Et la dernière étape, si la triple thérapie n'est pas efficace, on parlera d'hypertension résistante. On va rajouter soit la spironolactone à petite dose 25 à 50 mg par jour, ou un autre diurétique, ou un alpha-bloquant ou un bêta-bloquant. Donc on a compris que les bêta-bloquants sont utilisés surtout pour la fibrillation auriculaire, l'infarctus du myocarde, la maladie coronaire, les femmes jeunes et les femmes enceintes. Sinon, on n'utilise pas cette classe thérapeutique en première intention dans le traitement de l'hypertension artérielle. Donc le risque cardiovasculaire, on peut le calculer par Internet. On met calculateur de risque et on met donc les facteurs de risque du patient. Est-ce que c'est un homme ou une femme? Est-ce qu'il a un cholestérol? Est-ce qu'il a aussi le niveau de pression artérielle? Fumeur ou non fumeur? Et on peut avoir le score. On avait dit qu'un score supérieur à 5%, c'est un risque qui est déjà élevé. Celui qui est supérieur à 10%, c'est un risque qui est déjà très élevé. Donc c'est par l'association des facteurs de risque qu'on peut calculer le risque cardiovasculaire du patient. Pour les patients qui ont une maladie cardiovasculaire avérée, vous avez compris, on ne calcule pas le score, le risque cardiovasculaire est déjà élevé. Donc voilà les messages que vous devez retenir dans le traitement et la prise en charge de l'hypertension artérielle. C'est toujours la même définition. On parle d'hypertension artérielle à partir de 140/90. Au cabinet, on l'a précisé aussi pour l'automesure et la MAPA. C'est dans le cours. L'initiation des mesures hygiéno-diététiques se fait à partir même de la pression artérielle normale haute. L'initiation du traitement médicamenteux se fait après le diagnostic confirmé de l'hypertension artérielle, ou bien quand on a une hypertension artérielle normale haute, quand le risque cardiovasculaire est très élevé ou élevé,
dans certaines situations. L'objectif thérapeutique, c'est d'arriver à une baisse de la pression artérielle à moins de 140-90 mm de mercure. Si c'est bien toléré, de préférence autour de 130-120 pour la systolique et 70-80 pour la diastolique. Ne pas diminuer la pression artérielle à moins de 120-70, on risque d'avoir des hypotensions et des complications rénales. Les classes thérapeutiques utilisées en première intention sont surtout les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les antagonistes de l'angiotensine 2, les inhibiteurs calciques, les diurétiques thiazidiques et les bêta-bloquants qui ont des indications spécifiques. L'initiation du traitement doit se faire par combinaison fixe pour rapidement diminuer le niveau de pression artérielle et améliorer l'observance du patient. Surtout si on a une hypertension artérielle supérieure à 140-90 et si le risque cardiovasculaire est élevé. On privilégie les associations IEC inhibiteur calcique ou ARA2 inhibiteur calcique ou IEC thiazidique ou ARA2 thiazidique. La monothérapie est proposée surtout pour les patients qui ont un très faible risque cardiovasculaire, hypertension grade 1 ou chez les personnes qui ont une hypertension un âge avancé, plus de 80 ans. L'hypertension artérielle résistante ou réfractaire au traitement, c'est après 3 pilules, 3 médicaments, référer à un médecin spécialiste à la recherche d'une hypertension secondaire. Hypertension secondaire, voilà. Et sinon, l'escalade thérapeutique consiste à rajouter un anti-aldostérone, sinon un bêta-bloquant, un alpha-bloquant ou un antihypertenseur central. Et je vous remercie.